Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Richard Chitli, bonjour. Bonjour. Vous êtes un confrère, journaliste au Monde, correspondant régional et auteur des Oubliés d'Action Directe à la Manufacture des Livres. Vous vous intéressez à la branche lyonnaise d'Action Directe, une branche qui a été oubliée. Comment vous êtes intéressé à cette histoire ? Quand j'arrive à Lyon au début des années 2000, je suis à la rubrique ce qu'on appelle la rubrique des faits divers au Progrès de Lyon. Et là, une de mes premières grosses affaires, en réalité, c'est la découverte de deux caches d'armes très importantes, plus de 300 kilos de matériel, des explosifs, etc., qui s'avèrent appartenir à cette branche lyonnaise d'Action Directe. Et moi, je découvre au début des années 2000 que 15 ans auparavant, il y avait une branche lyonnaise d'Action Directe à Lyon très importante. Et voilà, c'est cette découverte-là qui m'est restée en mémoire, en tête. Et au fil de ma carrière, j'ai rencontré des enquêteurs, des magistrats qui avaient travaillé sur cette affaire, et tous me disaient que c'était une affaire, du point de vue judiciaire, assez exceptionnelle. Voilà, ça a excité ma curiosité, et un jour, j'ai accédé aux archives, et là, je me suis mis au boulot. Là, vous avez eu une dérogation pour pouvoir accéder à l'ensemble des archives. Oui, parce que, bien sûr, le procès a eu lieu en 1989, donc il faut un long délai avant d'accéder, il faut une dérogation. Et j'ai passé pas mal de mois, de longs mois aux archives, à tout regarder, l'enquête judiciaire, l'enquête policière, l'enquête des renseignements généraux, pour reconstituer ce récit. Alors, votre livre commence en 86 avec l'arrestation d'André Olivier. En 86, Action Directe, qu'est-ce que ça représente ? C'est un tout petit groupe de militants activistes. On ne disait pas ultra-gauche à l'époque, on disait extrême-gauche, mais c'est la même chose. Donc des militants qui pensent qu'ils vont vaincre le capitalisme avec les armes, par la lutte armée. Mais c'est un tout petit groupe de militants. Surtout, ce qu'il faut savoir, ce que j'explique dans le livre, c'est que la police, notamment les services de renseignement, sont focalisés à Paris. Alors on connaît Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, ça c'est Action Directe à Paris. Et les policiers n'imaginent pas qu'il y a une deuxième branche d'Action Directe qui est en train d'agir depuis Lyon. Voilà. Parce qu'ils sont en clandestinité depuis des années et les services de police ne s'en rendent pas compte. Et c'est vraiment avant 86 qu'ils vont se rendre compte que les textes de revendication ne sont pas les mêmes et ils vont se dire il se passe quelque chose à Lyon, il faut qu'on aille le voir. Et c'est comme ça que la piste lyonnaise il faut dire que cette branche lyonnaise effectivement est installée à Lyon, commet des braquages à Lyon pour financer son action, mais va commettre des attentats à Paris. Voilà. Et que les Parisiens pensent qu'il n'y a qu'une seule équipe autour de Jean-Marc Rouillant. C'est ça. Et ils vont faire la différence à un moment donné. Ils font la différence grâce à une machine à écrire. Oui, alors ils voient que les revendications, au bout d'un moment, ne sont pas les mêmes. Les cibles d'attentats ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a une dimension internationale d'un côté, contre l'OTAN, contre l'impérialisme américain, vous voyez déjà. Et puis de l'autre côté, une dimension beaucoup plus anticapitaliste, contre les médias. Voilà. Et ça, c'est la branche lyonnaise. Et ils analysent les textes, et ils analysent non seulement le contenu des textes, mais aussi les machines à écrire qui ont tapé ces textes. Et là, ils voient qu'il y a deux machines différentes, et ils se disent, il y a un deuxième groupe d'Action Directe, et c'est le groupe de Lyon, la branche lyonnaise. Alors cette branche lyonnaise, en fait, elle est née au sein d'Action Directe. Ça va s'appeler à un moment donné l'affiche rouge. L'affiche rouge. Ce qui fait la scission, c'est une dérive idéologique, c'est des différences idéologiques. Oui, il y a deux éléments. Donc, le leader de la branche lyonnaise d'Action Directe s'appelle André Olivier. C'est un professeur de français qui s'est radicalisé, qui a adopté un discours très très dur, anticapitaliste, anti-impérialiste, avec une dimension antisémite aussi. C'est pas un personnage très sympathique. Il n'est pas très sympathique. Et il est tellement peu sympathique qu'il va se fâcher avec l'autre grand leader d'Action Directe. C'est les deux fondateurs d'Action Directe, André Olivier et Jean-Marc Rouillant. Et les deux vont se fâcher. Alors, par antagonisme idéologique, c'est vrai, mais aussi par antagonisme personnel. Jean-Marc Rouillant ne supporte pas André Olivier, qui est même trop violent pour lui, qui tient ce discours antisémite et aussi qui est très violent à l'égard des femmes, qui est vraiment un personnage qu'il n'apprécie pas à cet égard. Ça fait partie des révélations de votre livre, c'est les violences conjugales. Oui, il y a des violences conjugales à l'intérieur même d'un groupe d'ultra-gauche clandestin. Voilà. Ce qui nous renvoie à une interrogation sur la violence un peu fondamentale. Voilà. Ce livre ouvre un peu la question des racines de la violence. Cette vague d'attentats, de braquages qui a lieu au début des années 80, elle est aussi le fruit d'une naïveté du pouvoir socialiste, François Mitterrand, qui en 80 va les amnistier, pensant obtenir la paix des braves. Oui, une naïveté, ou en tout cas ce côté un peu florentin de Mitterrand,
qui va espérer, en accordant l'amnistie, signer la paix des braves, en quelque sorte. Et ça va être une très lourde erreur, parce que en 81, Action Directe est amnistiée, dont certains Lyonnais, mais ils ne le savent pas encore. Après cette amnistie, les choses vont reprendre. Le groupe va se reconstituer, les attentats vont reprendre. Donc c'est une stratégie qui a complètement échoué. Les braquages qui sont commis dans l'agglomération lyonnaise aussi font beaucoup de victimes. Il y a 4 morts. Bien sûr. Oui. Ce que le livre rappelle, remet en mémoire, c'est que le groupe d'Action Directe à Lyon a été tout aussi meurtrier que celui qu'on connaît, celui de Paris. Avec cette particularité qui faisait des braquages dans la région lyonnaise et stéphanoise, une trentaine de braquages en 5 ans, ce qui est considérable d'un point de vue purement criminel. C'est une entreprise impressionnante et qui a fait des morts, effectivement. Le général Delphos, rue Victor Hugo, qui a été tué lors d'un braquage, le brigadier Guy Hubert, un policier qui arrive sur les lieux d'un braquage au mauvais moment. Près du lycée du Parc. Près du lycée du Parc. Il y a une balle qui va finir dans un tableau de classe. Dans un tableau, exactement. Voilà. C'est très très violent en réalité. Il y a des échanges de coups de feu. C'est un groupe armé très violent et qui fait donc 4 morts. Dans les planques, ils vont trouver une planque à Saint-Étienne, ils vont trouver finalement le témoignage d'André Olivier, le récit de sa vie. Ça va permettre aux policiers de comprendre ses actions. Oui, c'est aussi cette dimension qui est assez rocambolesque dans cette affaire. C'est une fois qu'ils ont arrêté Olivier, les policiers de la police judiciaire vont très vite découvrir la planque d'Action Directe à Saint-Étienne. Et là, ils vont découvrir plusieurs documents, dont un fondamental qui a été la source de l'enquête, qui sont ce qu'on a appelé les confessions de Maxime Frérot, un des acteurs principaux de cette branche lyonnaise, qui est du début à la fin de la branche lyonnaise. Et dans ces confessions, alors ces confessions, c'est parce que André Olivier, le mentor, le gourou du groupe, va l'obliger à faire ce qu'on appelle son autocritique en termes communistes et staliniens du terme. Voilà. Et donc il va rédiger, il va décrire par le menu toutes leurs actions. Et quand les policiers tombent là-dessus, eh ben, ils vont reconstituer le pulse, ils vont avoir la trame de tous les faits imputables à Action Directe et ils vont réunir les preuves à partir de ce document-là. Alors la cellule lyonnaise, elle est composée en 2 temps. Le premier temps, c'est André Olivier qui est prof de français qui va recruter d'anciens élèves. C'est ça. Et, voilà. et puis dans un deuxième temps, il va y avoir une bande qui va se constituer plutôt des écolo-terroristes, on dirait aujourd'hui. Oui, je pense que Gérald Darmanin dirait ça aujourd'hui, des éco-terroristes. Non, c'est-à-dire que c'était des militants très idéalistes à l'époque. Effectivement, premier temps, les élèves d'André Olivier au lycée des Tchécoslovaques, il va les recruter, les endoctriner et puis les manipuler. Il y a vraiment, ce que je décris dans le livre, c'est un processus de radicalisation aussi, d'emprise politique au détriment de ses propres élèves. Ça, c'est le premier temps d'Action Directe Lyon. Et le deuxième temps, c'est que ce petit noyau va regrouper d'autres élèves issus d'un milieu plus aisé, idéalistes, un peu écologistes, etc., doux rêveurs à la base, et qui vont être embrigadés et qui vont être compromis. D'abord, on va leur demander de garder un carton chez eux, puis des armes, etc. Et puis ils vont aller dans leur demeure assez cossue de l'ouest lyonnaise, ils vont squatter dans leur demeure, ils vont s'entraîner au tir dans la cave. Enfin voilà, il y a tout un processus comme ça qui va amener à les compromettre et à les faire participer aux attentats. Ça va amuser un peu les policiers de voir que ces militants d'extrême gauche apprécient quand même le bon vin et les piscines de Frangé. Voilà, ça fait partie des contradictions, ça fait partie de la vie aussi, quoi. Tout n'est pas simple, quoi. Bien sûr. Un André Olivier, il ne s'est jamais repenti. Vous avez pu rentrer en contact avec lui. Il est sorti de prison l'année dernière. Il est sorti il y a peu de temps, après 38 ans de détention. Alors, moi, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui. J'ai envoyé des courriers. J'ai jamais eu de retour. Je ne suis pas sûr qu'il ait pu les recevoir en détention. C'est un peu compliqué. Alors là, il est interdit d'expression extérieure. Donc, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il a changé? Je ne suis pas dans sa tête, donc je ne peux pas le dire. Les éléments que j'ai, je pense qu'il est vraiment resté dans sa ligne idéologique. Je raconte dans le livre qu'il tenait, par exemple, à la bibliothèque de la centrale de Saint-Maur. Ah oui, c'est très amusant, ça. Enfin, voilà. La bibliothèque de la prison contient tous les livres qu'il faut pour se radicaliser. Oui, ou en tout cas tous les livres qui traitent de la révolution prolétarienne. Voilà. Donc là, il y a un corpus idéologique très très fort à la bibliothèque de Saint-Maur. Vous pensez que la direction de la prison se dit que finalement c'est inoffensif, ces livres? Peut-être, voilà, que ça participe aussi d'une culture à acquérir, c'est possible, on ne sait jamais. Mais lui ne s'est pas repenti. J'ai pas l'impression, voilà, seul lui pourrait le dire. Moi, je parle pas trop à la place, je suis pas dans la tête. J'essaye d'amener le lecteur à se faire une idée, je donne les éléments que j'ai.
voilà, je suis pas dans sa tête, mais je pense qu'il y a des éléments qui montrent qu'il est resté dans sa ligne assez intransigeante. Celui qui s'est repenti, c'est Maxime Frérot, Oui. qui est sorti de prison, qui Ouais. va refaire une vie, on va dire, dans le secteur culturel. Oui, même chez Actes Sud, l'éditeur, hein, il va être embauché par une association périphérique d'Actes Sud pour sa réinsertion. Ouais. Faire une projection de cinéma jusqu'à Voilà, la fin de sa carrière. Vous avez pu le rencontrer? Oui, je l'ai rencontré. On a échangé beaucoup de prudence de sa part parce qu'il ne me connaît pas, il ne sait pas ce que je pouvais faire de ses propos, donc ce que je comprends. Voilà, et moi j'ai trouvé quelqu'un qui avait eu beaucoup, avec la détention aussi, hein, beaucoup de recul, un regard très distancié sur son parcours. Voilà. Alors après, est-ce qu'on peut parler de rédemption profonde? Ça, c'est un sujet délicat, presque philosophique, hein, donc au lecteur de juger. En tout cas, il est allé jusqu'à rencontrer l'ancien juge qu'il avait interrogé 30 ans avant. Voilà, c'est ça dans cette affaire, c'est qu'il y a des épisodes complètement inattendus. L'ancien juge d'instruction va avoir le désir de rencontrer Maxime Frérot pour savoir un petit peu son cheminement, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Et donc le juge raconte cette rencontre-là et j'utilise ça dans le livre. Vous organisez, juste un mot pour finir, plusieurs rencontres publiques. À chaque fois, il y a du monde. Il y en a une à la Duchère ce jeudi. Il y en avait eu une à Villeurbanne juste avant les vacances. Ouais. Il y a du monde. C'est une histoire qui est toujours vivante. Alors, finalement. oui, donc oui, à la Ciné Duchère ce jeudi soir, effectivement, j'ai l'impression que cette mémoire, elle intéresse aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment une attente, il y a un intérêt pour cette branche qui était ignorée. Peut-être parce qu'elle a un écho contemporain. Voilà, je trouve que tous les ingrédients de ces années 80, on les retrouve aujourd'hui en réalité. Le contexte international, qui est un sujet de révolte pour les jeunes gens, on le retrouve aujourd'hui. Dans les manifestations aujourd'hui, Georges Ibrahim Abdallah, ce militant encore emprisonné, est un peu une icône pour la jeunesse. Et donc, Action Directe, c'est quelque part une référence pour les jeunes violents aujourd'hui, qui sont tentés par la violence, en tout cas. Et je trouve que raviver cette mémoire aujourd'hui, ça peut avoir un sens. En tout cas, j'ai l'impression que ça intéresse. Oui. Richard Chitli, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.